vous faites là, les gars? C'est journée de repos aujourd'hui? Ah oui, c'est vrai, on avait dit qu'on faisait une émission. Bon, une émission un peu spéciale hein, aujourd'hui. Résumé des matchs de poule. Après, comme d'habitude, une interview grand format. On a un invité surprise et non des moindres, parce que c'est Bruno Metsu qui nous a reçus. Et le Titi Test, comme d'habitude. Ah non, 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 pas de Titi Test aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce que tu fais là, Titi? C'est la journée de repos. Bon, il n'y a pas de Titi Test, mais il y a un résumé du groupe A qu'on regarde tout de suite. Carton plein pour la France, 3 rencontres, 3 victoires et une première place du groupe acquise face à la Côte d'Ivoire 2-1. Favoris présumés, les Bleuets ont confirmé. Pour le dernier match, l'entraîneur Patrick Gonfalon s'est même permis de laisser la plupart des titulaires au repos. Côté ivoirien, on a également fait tourner. Deuxième qualifié en demi, les éléphants sont des prétendants sérieux à la victoire finale, l'objectif fixé par leur coach Alain Guaméné. Troisième du groupe, la Colombie a sans doute payé sa moyenne d'âge la moins élevée du tournoi, un manque d'expérience et de réalisme. Stérile offensivement lors des 2 premières journées, face au Japon, les Colombiens se sont rattrapés. Un seul but marqué pour 10 d'encaissés, les Japonais repartent bon dernier du tournoi. Pour sa 9e participation à Toulon, le Japon signe son plus mauvais classement depuis 2004. Alors voilà pour le résumé de ce groupe A. Je retrouve maintenant Bruno Metsu. Bonjour Bruno. Bonjour. Alors je vous remercie de nous avoir rejoints sur ce plateau. On s'est mis un peu à l'ombre hein, parce que le soleil attaque sévère aujourd'hui près de Toulon. Soleil, vous connaissez puisque ça fait quand même 2 ans que vous êtes au Qatar. Vous entraînez la sélection DA. Alors sur ce groupe A, la Côte d'Ivoire prend la 2e place. Le football africain, vous connaissez bien Bruno, puisque on se rappelle que vous avez qualifié le Sénégal pour sa première Coupe du Monde, c'était en 2002. Ça nous a fait un petit peu de mal d'ailleurs, nous les Français. Vous avez également côtoyé Roger Milla à Valenciennes à vos débuts en tant que joueur, exact, je crois. Je vous ai bien renseigné, tout à fait. Comment vous jugez un peu, parce que c'était en 75 hein, quand vous jouiez avec Roger Milla, comment vous jugez un peu l'évolution du football africain depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui? Le football africain a vraiment progressé, il a hissé son niveau et je pense que vraiment, je crois que bientôt, j'espère que le football africain au niveau de la Coupe du Monde va dépasser le stade des quarts de finale parce que je pense que jamais une équipe africaine a atteint les demi-finales et pourquoi pas en Afrique du Sud avec une équipe comme la Côte d'Ivoire qui a vraiment des talents remarquables. Je sais, on parlait des jeunes de la Côte d'Ivoire, on voit qu'ils font un travail en profondeur. Maintenant, de plus en plus, les jeunes Africains arrivent en Europe très jeunes. Et ce qui leur fait une évolution tactique et une discipline de jeu qu'ils n'avaient pas auparavant. Auparavant, c'était beaucoup de jeux à l'inspiration, un jeu très technique. Aujourd'hui, maintenant que les équipes sont très bien organisées, c'est maintenant du solide. C'est plus comme avant, la CAN, on regardait la CAN vraiment pour essayer de retrouver 1 ou 2 joueurs. Maintenant, c'est fini, la CAN, c'est même plus la peine d'aller à la CAN pour rechercher des joueurs, parce qu'ils sont tous en Europe déjà. Et de plus en plus, on voit que le football se hisse, c'est le football mondial. Dans toutes les parties du monde, dans les moindres coins et recoins du monde, on joue au football et ça c'est vraiment très intéressant parce que j'ai la chance de pratiquer, de jouer tous les matchs en Asie avec le Qatar. Il y a beaucoup de passion, beaucoup d'engouement. Je crois que la dernière Coupe du Monde au Japon et en Corée a développé énormément le football et ce qui fait que maintenant il y a une grande évolution et il faudra tenir compte maintenant dans les prochaines années sur la valeur du football asiatique. Alors pour finir sur ce groupe A, la France et la Côte d'Ivoire sont qualifiées en demi-finale. Est-ce que vous les voyez en finale? Un petit pronostic Bruno. Un petit pronostic, j'ai bien aimé le Chili, surtout leur joueur, le numéro 10, qui est vraiment un très très bon joueur. Mais bon, la Côte d'Ivoire ne sera pas facile à manœuvrer. Et on peut retrouver une finale de nouveau France-Côte d'Ivoire, je crois que c'est possible. Je pense que c'est. Parce que les Ivoiriens en demi-finale, je crois qu'ils vont bien récupérer. Leur aspect athlétique risque de faire mal aux Chiliens, parce que je pense qu'il y a un impact physique au niveau des Africains qui est vraiment important. Même si le Chili est une belle équipe sur le plan technique. Mais je veux bien une nouvelle confrontation, je crois, France-Côte d'Ivoire en finale. Alors le groupe B et le Qatar qui vous tient particulièrement à cœur, Bruno, on va s'y intéresser tout de suite avec un petit résumé, les buts, le classement, c'est maintenant. Champions en titre, les Chiliens n'ont pas semblé vouloir rendre leur trophée. Premier de son groupe sans le survoler, le Chili a néanmoins signé de belles envolées, notamment un 5-0 face à la Russie. Meilleure attaque de la compétition, les Sud-Américains sont candidats à leur succession. Une ambition dont les Danois ont été témoins sans pour autant s'y résigner. Opposés aux vainqueurs de l'an passé, les Scandinaves n'ont pas tremblé. Un nul face au Chili, 2 succès contre la Russie et le Qatar. Pour sa première venue à Toulon, le Danemark n'est pas venu faire de la figuration.
Dernier du tournoi l'année passée, les Qataris n'ont toujours pas gagné. 2 défaites et un nul contre la Russie, le Qatar termine 6ème mais gagne une place au classement pour sa 2e participation. Les Russes non plus n'ont pas gagné, 8 buts encaissés lors des 2 premières rencontres, ils sont passés à côté de leur tournoi. La Russie termine 7ème, très loin de l'unique triomphe slave au festival, c'était en 1979 et à l'époque la victoire était encore soviétique. Les 2 qualifiés en demi-finale donc sont le Chili, le Danemark. Comment vous jugez un peu la hiérarchie de ce groupe, Bruno? Est-ce qu'elle est respectée? La grosse déception, je pense que c'est la Russie, parce que la Russie est arrivée avec une équipe vraiment qui n'a pas fait honneur à son football. Parce que quand on voit la Russie jouer, je pense que la Russie peut montrer une autre équipe et un autre visage qu'ils ont montré dans ce tournoi. Maintenant, les Chiliens ont confirmé la bonne équipe qu'ils avaient l'année dernière. Maintenant, les Danois, je suis un peu déçu du Danois parce que je pense qu'ils ont beaucoup de qualités individuelles, sont très athlétiques, mais sur le plan technique, c'était un peu moyen, j'ai trouvé. Mais bon, nous, le Qatar, c'est pour une 2e expérience, on voit qu'on est de mieux en mieux. On voit que l'année dernière, on s'est fait balader. Cette année, on commence à remettre un peu sur le terrain, un plan de jeu intéressant. Sur le plan technique, c'était pas mal. Maintenant, il nous manque cet impact physique que les Européens ont, que nous, on n'a pas. Mais je crois que tout doucement, on va continuer à travailler dans ce sens-là. Alors justement, le Qatar, vous avez fait gagner une place par rapport à l'année précédente. Vous étiez 8ème, cette année vous êtes 7ème. C'est une région dont vous aimez particulièrement la culture. Vous êtes converti à l'islam en 2002. Comment vous jugez un peu le développement, l'essor du football dans cette région? On sent qu'il y a une vraie volonté de progresser, de se hisser au rang des plus hautes nations du football. Oui, c'est juste, ils se donnent beaucoup de moyens pour se hisser au plus haut niveau. Bon, malheureusement, ce qui nous manque un petit peu, c'est la quantité par rapport à d'autres pays où on est un peu, quand même, beaucoup désavantagé parce que nous, on a très peu de joueurs. Mais je veux dire, si on fait la proportion qualité-quantité, je pense que vraiment le Qatar travaille bien. Et je pense que encore sur un projet de 4-5 ans, le Qatar peut se hisser au meilleur niveau. On va évoquer votre avenir un petit peu maintenant, Bruno. Ça fait maintenant presque 10 ans que vous êtes exilé de France, puisque vous êtes sur le continent africain ou en Asie. Est-ce qu'il y a une chance de vous revoir un jour sur le territoire français, dans une sélection nationale de jeunes, ou pourquoi pas dans un club? Est-ce que vous allez revenir un jour dans votre région d'origine, le Nord-Pas-de-Calais? En fait, moi je vis le présent. Je ne pense pas au lendemain au niveau du football. Au contraire, parce que le football ça va tellement vite, on ne sait jamais où on peut arriver dans 1 an ou dans 2 ans. Le prochain challenge sportif de la Coupe d'Asie va être vraiment très important pour le Qatar et pour moi. Parce que c'est vrai que si ce challenge se passe bien, ça peut être super progression pour le Qatar. Je n'ai pas de projet sur le moyen et le court terme. Pour l'instant, je suis au Qatar. Je pense qu'il y a une seule chose, c'est faire du bon boulot avec le Qatar pour la Coupe d'Asie. Après, on verra bien, Inch'Allah, comme on dit. Inch'Allah, mais en tout cas, on suivra votre évolution à la tête du Qatar dans les mois à venir. Merci beaucoup, Bruno, d'avoir été avec nous. On va vous dire au revoir et puis on va vous demander juste avant de partir de signer le ballon du tournoi. Avec plaisir. Dédicace de Bruno Metsu. Un ballon que vous pouvez gagner en envoyant un mail à jourdematch@hotmail.fr. Jour de match pour aujourd'hui, c'est terminé. Demain, la compétition reprend avec les demi-finales. On sera là, vous inquiétez pas. T'as vu, il m'a filé un maillot à Bruno Metsu, il est trop sympa. Ah ouais, mais c'est super sympa ça, je pourrais faire un titi test joueur du Qatar. Ils sont éliminés, le Qatar. Ah ouais, je le voyais pas comme ça. Moi demain.